Vous écoutez Chef, le premier podcast qui vous fait découvrir l'histoire personnelle, la vie des plus grands noms de la gastronomie française. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Alessandra Montagne. Je me souviens très bien de notre déjeuner chez elle. Je me souviens exactement de ce que j'ai mangé, mais je me souviens surtout m'être dit en quittant le restaurant qu'on avait aussi envie de revenir ici pour la retrouver elle et son énergie. Quand vous observez Alessandra Montagne dans sa cuisine, ses gestes ne semblent pas pénibles. Son visage n'imprime ni la fatigue ni la lassitude. Elle ne souffle pas. Elle n'a pas, vous savez, ce genre d'expression qui signifie que sa vie de cuisinière est difficile, alors qu'elle l'est, on le sait. On sait qu'elle vient de loin et qu'elle a bien en tête qu'il y a des destins, des chemins bien plus délicats, des raisons bien supérieures ailleurs de se plaindre. Si cette marmite pèse une tonne, elle va pas la déposer en soufflant sa peine, elle va plutôt rire de son effort. Et on revient chez Nosso pour cela justement, pour ce sourire. Cette arme qui fend tout ce qu'elle croise, qui traverse sa cuisine, qui enrobe tous ceux qui l'entourent. Ça peut paraître naïf, mais le sourire d'Alessandra Montagne est puissant. Il sait combien la vie est parfois féroce, combien il faut s'accrocher et surtout quelle chance nous avons parfois de vivre, d'accomplir et de partager. Nous avions un rendez-vous pour cet enregistrement dans son restaurant Nosso dans le 13e arrondissement de Paris et je savais à peu près rien de son histoire, mais ce sourire en disait long. On n'en attendait pas tant. Cet épisode est comme d'habitude co-réalisé avec mon fidèle et talentueux camarade Nathan Cohen qui signe les ambiances et toutes les musiques qui accompagnent ce récit de vie exceptionnel. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef et vous allez entendre l'histoire d'une chef aussi forte que tendre, battante et généreuse. Vous allez entendre un cœur qui bat fort et vite. Voici l'histoire d'Alessandra Montagne. On parle du Brésil, on parle de Rio et on parle d'une favela qui s'appelle Vidigal. Et donc, c'est là que j'étais conçue. Et mes parents étant très jeunes, ils n'avaient pas du tout la maturité pour prendre soin de moi. Comme pour beaucoup de gens au Brésil, en France, ça paraissait quelque chose, ça paraît quelque chose de vraiment... Waouh, un enfant abandonné. Mais au Brésil, beaucoup de gens sont comme ça. Enfin, c'est pas du tout quelque chose de rare. Et donc, mon père n'a pas voulu, il voulait pas d'enfant, donc il a dit ok, moi j'en veux pas. Et ma mère, elle a dit moi je peux pas, donc elle m'a laissée avec ses parents. Et j'ai été élevée par mes grands-parents maternels. Elle m'a laissée, j'avais 1 mois. Et moi, j'ai toujours eu cette peur de déranger. Parce que voilà, je suis arrivée, j'étais pas prévue, donc il fallait que je fasse gaffe, que j'aide un peu aux tâches ménagères. Au Brésil, en fait, l'école, c'est soit le matin, soit l'après-midi. C'est pas comme en France toute la journée. Et il y en a pas autant de vacances non plus. Et quand on n'est pas à l'école, qu'on finit les devoirs, il faut bosser, quoi. Les enfants, il faut aider, et puis le linge, et puis le ménage, et puis voilà. C'était vraiment une petite entreprise à la maison, tous les jours. Donc mes grands-parents avaient des terres, ils plantaient, et on cueillait, on gardait un peu pour planter pour la récolte de l'année suivante. Et c'était vraiment toute une organisation. Et moi, j'ai grandi là-dedans, dans tout ce petit monde où on vivait en autonomie. On avait notre café, notre plantation, on avait les haricots, on avait le riz, on avait les poules, on avait le cochon. Tous les jours, il fallait passer 1 heure et demie au potager pour désherber, pour faire attention, parce qu'on avait besoin de ça pour manger, pour se nourrir. Donc j'ai grandi comme ça, il n'y a pas de télévision, pas de jeu autre qu'aider. Et puis, c'était une autre vie qui peut pas être dure, mais combien aujourd'hui je me rends compte de la chance que j'avais, quoi. Donc c'était une vie, mais une très bonne ambiance. On était tous heureux en fait. On vivait avec l'essentiel, uniquement l'essentiel. On n'avait pas plus, on n'avait pas besoin de plus. En fait, quand on quitte son pays, moi j'ai quitté le Brésil, j'avais 21 ans. La seule chose qu'on amène,
C'est les souvenirs. J'avais pas d'argent. Je suis partie avec un bagage qui est à moi, que personne ne peut me prendre. C'est mes souvenirs, c'est ma mémoire, c'est mon goût, c'est mes odeurs. Voilà, parfois, je mange un truc, je dis, ah là là, mon Dieu, ça y est, je retourne 30 ans en arrière. Quand je vais chez Giovanni et que je mange les tripes, chez Pasolini, voilà, je ferme les yeux et parfois, je peux même avoir les larmes aux yeux parce que c'est exactement la même recette des tripes qu'on mangeait à la ferme. Voilà, c'est waouh, c'est dingue, c'est dingue. En fait, ma vie a complètement basculé le jour où ma mère est apparue dans ma vie. Parce que j'avais une vie très simple. Un jour, j'étais en train de jouer avec une copine devant la maison. On était genre plein de poussière et tout, on jouait. Et j'ai vu une voiture qui arrive. Déjà, une voiture qui arrive dans le village, quasiment pas de voiture. C'était rarissime à l'époque. Aujourd'hui, plein de gens ont des voitures, mais à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Une voiture qui arrive, on était une voiture et tout. Je vois tous les gens qui sortent devant les fenêtres pour voir la voiture qui arrive. Et mon premier souvenir de ma mère, je pense que je ne l'ai jamais dit, il faut que je le dise un jour, c'est la porte qui s'ouvre et je vois quelqu'un qui met une jambe dehors avec un pantalon noir et des bottes et des talons. Et je dis, waouh, la dame met des talons et tout, c'est trop classe. Donc elle sort, je la vois. Écoute, j'ai compris à l'instant que c'était ma mère. Mais à l'instant, la seconde même, j'ai eu un choc tellement grand, je me suis barrée. Je suis partie en courant. C'est fou, hein? Je suis partie en courant et je me suis cachée. En fait, je me sentais mal parce que j'étais sale, parce qu'elle était belle, elle était propre, elle était bien habillée. Et moi, j'étais sale, j'avais même pas de chaussures, j'étais pleine de poussière. Mon Dieu, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Je me suis juste sentie une petite chose, quoi. Et je voulais pas qu'elle me voie, en fait. Forcément, je ne voulais pas d'elle. Comme maman, je voulais ma grand-mère. Elle voulait pas forcément une fille qui n'était pas du tout comme elle, qui parlait un peu avec un langage brésilien, mais vraiment très de la campagne. Elle avait un peu honte aussi de ça. Je n'étais pas élevée comme elle, les standards qu'elle voulait. Elle était mariée avec un Français. Donc, pour m'éduquer, elle m'a mis dans une école très, très, très haut de gamme avec des enfants, des gens brésiliens qui étaient extrêmement riches. Une école, les gens venaient chercher leurs enfants le week-end en hélico. Du coup, j'avais une petite vie avec mes copines et tout ça. Et tout d'un coup, je suis devenue donc, un objet un peu où tout le monde voulait savoir, tout le monde s'intéressait à moi. Et donc, du coup, dans cette école, j'ai vécu l'harcèlement à l'école, quoi. Et pendant quelques années, je me suis complètement renfermée sur moi-même. En fait, j'ai jamais parlé de ça à personne. C'était trop, en fait. C'est comme si vous prenez un petit enfant, je sais pas, qui habite dans une montagne en Afghanistan, dans un bled, et tu le mets, je sais pas, à l'équivalent de HEC, les gens vont se foutre de sa gueule toute la journée. Et donc, il va falloir qu'il apprenne tout très, très vite, mais c'est trop. Et là, je peux te dire qu'il faut avoir une force, un instinct de survie pour survivre à ça. Il fallait que je survive, en fait. Après l'adolescence et jusqu'à mes 21 ans, je voulais juste maintenir la tête en dehors de l'eau et croire profondément qu'autre chose existait, en fait. J'avais une toute petite... Je ne peux pas appeler ça une entreprise parce que ce n'était pas cadré comme une entreprise, mais j'avais déjà monté mon petit business, on va dire, où je faisais un truc au Brésil s'appelle les salgados. C'est des petites choses qu'on mange à la main, comme les coxinhas, les pão de queijo, des empanadas, des petites choses comme ça, où je vivais en faisant ça et en revendant ça aux étudiants. Mais je n'ai pas réfléchi, c'est pas
Ce n'était pas une passion. En fait, j'ai toujours cuisiné avec ma grand-mère. Voilà, j'étais avec ma grand-mère et une autre tante un peu responsable des repas de la famille. Et je savais que je savais assaisonner, que j'avais pas besoin de réfléchir ou que ça allait pas être un effort énorme de faire à manger, de faire 150 ou 200 portions par jour. Je savais que je pouvais le faire comme ça. J'étais pas la seule à faire ça, hein. On avait 3 filles qui faisaient ça dans le village. Et tout le monde me disait que les miens étaient les meilleurs. Mais c'était trop cool, c'était trop gentil, quoi. Et puis j'étais appréciée, j'ai existé, j'étais valorisée, j'existais par rapport à mon travail. Et ça m'a... j'étais hyper reconnaissante, hyper reconnaissante. 21 ans, voilà, donc ma mère, quand je l'ai connue, elle habitait en France, donc voilà. Et donc son mari, donc mon beau-père, il m'a dit: Alessandra, si tu apprends à parler français, je te trouve un super boulot au Brésil. Donc j'arrive en France à 21 ans, et j'ai vu ce pays. En fait, j'ai eu l'intime, mais tu sais, quand on sait quelque chose, j'ai su au fond de moi que je n'allais plus jamais partir. Premier jour, 21 novembre 1999. Soleil comme ça, là, le ciel bleu, un froid, mais qui coupait comme ça. Que j'ai jamais ressenti ce froid avant. Donc, premier endroit que je vois en France, c'est la Tour Eiffel. Donc, on sort de l'aéroport avec mon beau-père, paf, il m'amène devant la Tour Eiffel, il ouvre la porte, sort et regarde. Je regarde. Je n'ai plus jamais ressenti ça. C'est comme si j'avais été écrasée par quelque chose de très fort. J'ai des rêves de ressentir ça encore, mais je ne sais pas si ça va arriver. Et donc, le soir, on est allé manger à la Coupole. Le premier restaurant que j'ai mangé en France, c'est la Coupole. Et j'ai mangé la choucroute. Mon premier repas en France de ma vie, j'avais jamais mangé une choucroute avant. Et donc, j'arrive, bah oui, évidemment, j'ai adoré ça. Et ce qui est très marrant, c'est qu'au Brésil, il n'y a pas de resto. Aujourd'hui, peut-être que oui, mais à l'époque, il n'y avait pas de resto comme la Coupole, avec tous ces gens qui servent, les serveurs, machin. Oh, j'étais là, waouh, mais c'est quoi cet endroit? Mais c'est incroyable. Incroyable, j'ai trouvé ça dingue. Après, en fait, j'ai commencé à travailler très rapidement. Je me suis dit, je peux pas, il faut que je reste ici. J'ai trouvé un boulot de babysitting et c'était marrant parce que après, il fallait faire un test pour être babysitting pour savoir si j'étais bien et tout. Et les mamans, donc, elles me laissaient un premier jour avec l'enfant. Et à chaque fois, je dis, non, mais pourquoi ces gens, ils donnent des coquettes aux enfants? Le premier jour, j'arrive, c'est coquette. Le deuxième, mais il mange que ça, le gamin. Et je connaissais pas cette histoire de coquettes. Donc, du coup, je me rappelle le premier jour, le premier enfant que j'ai gardé, donc il s'appelle Hugo. Et je me suis dit, bon, bah, là, je vais faire à manger. Aujourd'hui, c'est le test, même si cela, c'est pas grave. Je fais à manger pour le petit et je mets dans les petits pots. J'ai trouvé des petits Tupperware. Et comme ça, les parents, ils ont à manger pour le reste de la semaine, au moins. Et ben, le lendemain, Alessandra, en fait, on aime bien t'engager pour être le babysitter de Hugo. Les gens étaient étonnés parce que j'étais super jeune et étudiante. Ils étaient étonnés que je sache cuisiner comme ça. Et c'est comme ça que j'ai ressenti pour la deuxième fois, la première fois c'était au Brésil, mais pour la deuxième fois, cette beauté du don. Et j'ai commencé à voir un truc, en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, des gens qui cuisinaient. Ensuite, j'ai commencé à acheter des livres. Ensuite, j'ai commencé à faire des tests à la maison. J'ai fait un petit extra dans un bateau à côté ici de la Seine où j'ai fait à manger avec le papa de ma fille. On a fait à manger pour les gens et c'était parce que le chef était malade et on est allé et c'était extraordinaire. Euphorie. C'est l'euphorie? Bah, l'euphorie. Donc j'ai cherché, je m'en suis renseignée, j'ai envoyé 2 lettres dans 2 écoles, j'ai sélectionné 2 écoles et j'ai choisi Médéric. Et c'était génial, aucun regret. Donc j'ai adoré cette école, j'ai adoré l'enseignement là-bas. J'ai fait mon apprentissage avec William Ledoy, donc
incroyable. Je me rappelle, mes premiers souvenirs, c'est duxelles de champignons. Tu passeras à autre chose une fois que tu sauras faire la duxelle. Mais j'avais un cajot, donc on arrive au début, c'était la matinée pour la duxelle. Et je savais que si j'ai fait vite, après, je pourrais faire plus de trucs. Donc, au bout d'une semaine, je mettais la matinée et la semaine d'après, la duxelle, je peux te dire que je l'ai torchée en 2 heures, quoi, en 1 heure. Et en sortant de là-bas, mon premier travail, du coup, c'était chez Adeline Grattard. On était 3 en cuisine, donc la chef, il y avait son second et moi. Oh mon Dieu! Une étoile Michelin. Du coup, c'était assez impressionnant, ouais. C'était assez impressionnant. Donc, j'ai démarré comme ça. Je crois que c'est l'endroit où j'ai le plus appris, en fait. Il fallait tout faire, il fallait que ça soit parfait. Et elle venait d'avoir Nina, qui était toute petite. Je voyais la dureté du travail et je trouvais ça tellement beau, en fait. Tellement touchant, émouvant, ce don. Parce que c'est ça, la cuisine. Et moi aussi, j'avais ma petite qui a l'âge de la sienne, d'ailleurs. Donc, en fait, je me suis dit, OK, c'est possible. Je me suis dit, je vais faire un petit extra par-ci, par-là pour voir. J'ai très rapidement compris la condition de la femme en cuisine il y a 10 ans. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, hein, où les femmes parlent. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Il y avait une certaine violence latente, surtout avec les femmes qui démarrent à 30 ans, à 31 ans, 32 ans. Et puis là, je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire, quoi? Comment je vais faire à 32 ans supporter d'être traitée, mais maltraitée? Parce que c'est pas... Je sais pas, il y a un truc dans la restauration où c'est normal, en fait, de maltraiter les gens. On dit, en fait, ce que tu fais de la merde. Mais non, en fait, c'est dis-moi différemment, dis-moi que tu veux que je fasse différemment. Et je vais le faire. Mais ne me dis pas que c'est de la merde toute la journée parce que tu vas casser quelque chose qui est précieux en moi. C'est ma passion. J'ai pas envie qu'on m'en enlève. Et du coup, j'ai pris une décision qui était radicale. Moi, j'ai fait 2 ou 3 endroits. Je me suis dit, OK, c'est partout pareil. OK, je vais monter mon resto. Le 10e, on était en train de faire dans le 10e et une petite affaire à rue Clisson, dans le 13e. Toute petite rue, il n'y a personne qui passe, il n'y a rien. Enfin, le 10e, bon, il y avait beaucoup de trafic pour y aller, c'était loin et tout ça. Donc, on a pris rue Clisson. Donc, on prépare une petite carte hyper simple, 2 entrées, 2 plats de dessert. On fait tous les travaux nous-mêmes. Quand j'ai dit tout, c'est tout, hein. On n'avait pas du tout, on ne savait même pas, voilà, les journalistes, les critiques gastronomiques, on n'avait même pas l'idée de ce que c'était. 0 publicité, évidemment pas le temps. Quand tu es en train de faire la peinture, pas de carte de visite, rien. On ouvre le rideau, on ouvre le premier jour, plein. Plein. Je ne sais pas d'où sont sortis les gens. Je me rappelle le visage de la première personne qui a traversé la porte. Encore aujourd'hui, tellement c'était... Oh, mon Dieu, est-ce qu'elle va aimer? Tu as le stress, pourquoi c'est elle? Pourquoi c'est pas genre ta mère ou ton beau-frère ou une copine? Pourquoi c'est... Et du coup, évidemment, on n'avait pas fait assez à manger. On était trop novices, quoi. On ne connaissait pas... Combien en cuisine, du coup, là? 2. 2 en cuisine et 0 en salle. On s'est mis dans la tête qu'on allait pouvoir servir et cuisiner en même temps parce qu'il allait y avoir personne. Et alors, ça marche comment? Vous sortiez dans la salle ou c'était... Oui. Où c'était... Non, on sortait. Ah ouais. On sortait. On s'est dit, il va y avoir personne. C'est bon, il va y avoir 3 personnes, 2 potes. Ils viendront chercher tout seul. Oh, mon Dieu, mais c'était un truc. Mais c'était horrible. En même temps, les gens étaient hyper contents. Et j'étais là, oh Dieu, comment... Il devait y avoir une super ambiance en même temps. Oui, il y avait une super ambiance, ça c'est sûr. Et donc nous, on était complets du premier jour qu'on a ouvert jusqu'au dernier jour de la fermeture, 8 ans plus tard. On n'a jamais... Un jour, on n'était pas complet, c'est une soirée où c'était la finale de la Coupe du Monde. Bon, voilà. Tout le monde regardait le match, je comprends, moi aussi, donc j'étais très contente. Ça a duré 8 ans. C'était une magnifique histoire d'amour dans tous les sens parce que je l'ai ouvert avec quelqu'un que j'ai aimé profondément, avec qui moi je me suis mariée, avec qui j'ai eu un enfant. Et comme je ne désaime pas, je ne sais pas faire. C'est un sacré truc, ça.
Tu sais faire ça, toi? J'ai commencé à me sentir à l'étroit chez Tempero. La cuisine, elle fait 4 mètres carrés à tout casser. Je n'avais pas de clim. Les conditions de travail pour le staff et pour moi-même, c'était épouvantable. J'ai commencé à voir pas 80 ou 100 personnes en liste d'attente qui voulaient venir tous les jours et je ne pouvais pas les accueillir. Enfin, ça commençait vraiment à devenir compliqué. Très compliqué, en fait. Et je me suis dit, pour que j'évolue dans ma façon de cuisiner et dans ma vie de chef, de femme, il faut que j'aille ailleurs. Je n'ai pas le choix. Et donc, j'ai eu cette opportunité ici. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont participé et qui ont fait en sorte que cet endroit existe aujourd'hui, qui m'ont aidé à écrire une lettre, à faire une demande, à répondre à un appel d'offres. Voilà, j'ai eu beaucoup d'aide, j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient présentes à un moment donné et qui ont fait que nos seaux existent aujourd'hui. Il fallait tout construire, il n'y avait pas un fil, il n'y avait rien ici. Donc, le projet a été incroyable, en fait. Et alors, ça se passe comment le premier jour? Alors, le premier jour, c'était dingue. Donc, voilà, l'ouverture se prépare, hein, bien sûr, mais c'est une nouvelle cuisine, tout est nouveau matériel, on n'a jamais bossé ici. Donc, c'est hyper grand au final par rapport à l'autre restaurant. Et donc, le premier jour, plein. Donc, voilà. Il y a quand même une petite étoile qui se promène au-dessus. Je pense que j'ai... Ouais, c'est génial. J'ai tellement de chance. Je suis tellement reconnaissante. Et il y avait tous les clients de l'ancien restaurant qui attendaient, qui guettaient l'ouverture. Et donc, ils sont tous venus. La carte, évidemment, a complètement évolué parce que comme j'ai de la place, je peux faire la lactofermentation, je peux faire mes glaces et mes sorbets dans un pacojet. J'ai une machine sous vide où je peux faire mes viandes à basse température. Je peux faire mon poisson portionné, cuire tout doucement à basse température, ensuite juste le marquer un petit peu, chose que je ne pouvais pas faire avant. À la carte aujourd'hui, j'ai une focaccia avec de la boutargue et des carottes. Une focaccia que j'ai fait un jus de carottes avec la centrifugeuse pour pouvoir vraiment extraire le jus, le très bon jus de carotte que j'ai mis à la place de l'eau. Comme ça, j'ai fait c'est hyper bon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai de la tomate. On est en saison, du coup, j'ai de la tomate. J'ai mon porc confit à la carte. J'ai du lieu jaune à la carte. Aujourd'hui, j'ai ça, mais demain, j'aurai de la lotte. Demain, j'aurai du pastrami, parce que le pastrami est prêt. Je viens de voir passer avec la casserole pour faire le fumage. Donc, du coup, c'est avec ce que j'ai, en fait. Je suis incapable de faire une carte et garder la même pendant un mois. Je ne peux pas. Mais alors, votre identité, elle s'ancre comment, l'identité? L'identité, la vôtre, parce qu'il y en a forcément une. Si les restaurants sont pleins, si les gens reviennent, c'est pour vous. C'est pas pour la couleur des murs, même si c'est très joli. C'est joli. Oui. Non, le lieu est habité, je pense. C'est habité avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Une cuisine qui est sincère, une cuisine qui est honnête, avec des prix honnêtes. Et mon identité, en fait, en vrai, je sais pas. Je sais pas, en fait. En fait, j'ose, chez Tempero, par exemple, j'avais jamais fait de la langue de bœuf. Voilà. Et je me suis dit chez Nosso, mais en fait, je vais faire la langue. Si ça marche pas, on mangera au perso, c'est pas grave. Et je mets la langue de bœuf. Non seulement ça cartonne, tout le monde adore. Elle était comment, cette langue de bœuf? Elle était, en fait, je l'ai cuit une nuit à un petit courbouillon, avec une petite garniture, tout ça, trop bonne. Après, je l'ai séché bien comme ça. Je l'ai épluché parce qu'il y a une petite partie qui n'est pas agréable. Je l'ai fumée. Et une fois qu'elle était bien fumée, bien jolie, tout ça, je l'ai coupée, je l'ai refroidie, je l'ai coupée en carpaccio très, très fine. Et je l'ai servi avec une petite crème d'ortie et des petits radis coupés très fins. Et c'était juste waouh, quoi. Trop beau. C'était super bien. Il n'y a toujours pas de Brésil
qui revient parfois ou si? Si, là, il y a pas mal de Brésil. Qu'est-ce que j'ai mis? De toute façon, tous les soirs, quand on a ouvert 3 soirs par semaine, tous les jours, mange un pão de queijo. C'est obligatoire. Ça, c'est l'obligation, un pão de queijo pour chaque convive. Il y a pire comme obligation. Il y a pire comme obligation. Après... C'est quoi, du coup, la suite? Comment vous la voyez? Comment vous vous projetez? Là, sachant on apprend un bébé à marcher, hein, oui, et c'est tout neuf, c'est tout neuf. Alors, donc on va encore rester là un moment, on va attendre que le bois se patine un peu. Peut-être dans 3 ans, j'aimerais bien avoir une ferme. Voilà, avoir une exploitation et puis passer 4 jours dans mes champs et passer 3 jours chez Nosso. Ça, ce serait pas mal. Avoir une maison... Pas une maison où les gens viennent, pas un restaurant, un hôtel. Non, je veux que les gens viennent juste pour passer du temps. C'est gratuit, c'est pas payé. C'est un endroit juste où on vient pour se réparer, quoi. Ah oui. Pour passer du temps, pour juste rester sans rien faire, aller cueillir des carottes, puis faire vivre ça à vraiment très peu de gens de temps en temps, leur donner cette opportunité. Voilà, ici, c'est pas l'argent. Je veux pas d'argent. Allez, venez, on va passer un bon moment. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas vous, mais quand on a réécouté ces mots, on avait comme la sensation d'entendre 2 voix dans celle d'Alessandra Montagne. La première est forte, elle se tient droite à la proue d'un navire qui avance par tous les temps, elle conquiert, elle s'appelle Chef, et on sent sa poigne. Pour autant, c'est une chef qui embarque son équipage sans jamais hausser le ton, qui s'attache à savoir d'abord comment vont les siens, qui laisse les uns les autres gérer leurs responsabilités, leurs missions, leur temps. Elle fait confiance, elle protège et tout le monde, on le sent, est plus qu'attaché au capitaine. Et puis il y a cette deuxième voix, celle qu'on entend dans un rire, ou plutôt dans ses silences, quand elle dit que cette histoire est trop pour être racontée parce qu'elle la bouscule encore. Il y a cette femme qui avance dans la vie et cette petite Alessandra qui est toujours là. Cette deuxième voix qui n'est peut-être pas toujours très bien coiffée et qui joue toujours dans la terre et sans chaussures. Il y a encore cette petite fille qui n'avait pas grand-chose pour vivre mais qui vivait très bien, qu'on a parfois regardé comme si elle n'était rien et qui a dû faire comme si elle pouvait tout. Cette petite fille qui a prouvé qu'en regardant la vie sans perdre le sourire, on peut arriver au sommet. Bon, faut aussi se remonter les manches. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chef, un épisode qu'on aime comme on aime Alessandra et on vous encourage vivement à aller la voir, la saluer et surtout à goûter sa cuisine chez Nosso. Le porc confit est incontournable, mais on vous laisse le choix. Au fait, Nosso en portugais ça veut dire le nôtre, c'est un restaurant donc qui se partage. Merci à Laure Pierlot de l'agence Neroli d'avoir mis Alessandra Montagne sur notre route et merci bien sûr, Chef, de nous avoir livré ce beau récit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau chef. Salut!